Alors la troisième raison de l'explosion à venir de l'euro ne concerne plus spécifiquement maintenant l'Allemagne comme les deux premières raisons. Ça ne concerne d'ailleurs pas seulement l'Allemagne. Parce que le phénomène de migration des comptes vers des banques centrales qui donnent, comment dirais-je, le sentiment de solidité, c'est non seulement vers l'Allemagne qu'il se produit, mais aussi vers les Pays-Bas, vers le Luxembourg, un peu vers l'Autriche, vers la Finlande, et puis vers un pays extérieur à l'Union européenne et à l'euro qui est la Suisse, où il y a eu une migration constante de gens qui viennent se réfugier en Suisse, ce qui d'ailleurs est en train de fragiliser beaucoup la Banque centrale de Suisse et le franc suisse. Mais maintenant, la troisième raison de l'explosion à venir de l'euro, c'est le taux d'intérêt unique pour 17 économies différentes, qui est un processus systématiquement aggravant, ce que l'on appelle en économie un effet procyclique. L'euro aggrave structurellement toutes les situations. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale européenne, par principe, ne dispose que d'une seule monnaie et donc d'un seul taux de refinancement pour actuellement 17 économies différentes. Or, ces 17 économies ont des besoins extrêmement différents. Par exemple, l'Irlande, qui était en surchauffe, c'est plus vrai, mais pendant plusieurs années, l'Irlande était en surchauffe économique. On parlait du tigre celtique. Il y avait des taux de croissance de 5, 6, 7% par an. On disait d'ailleurs aux Français, mais vous devriez prendre modèle sur l'Irlande. Ce qu'on ne disait pas aux Français, c'était pourquoi l'Irlande avait des tels taux de croissance. Si l'Irlande a eu de tels taux de croissance, c'est pour deux raisons. D'abord parce que l'Irlande bénéficiait en averse des investissements américains, notamment sur les sociétés, notamment d'informatique. Il y a eu toute une série d'investissements américains, notamment vous avez dans la banlieue de Dublin, ce ne sont que des sociétés d'informatique. Donc des très forts investissements venus de l'étranger poussent la croissance. Et la deuxième raison, c'est parce que l'Irlande bénéficiait de fonds structurels européens payés par nous, par les Allemands, les Français. Donc c'était notre argent qui faisait, parce que si au prorata, vous savez qu'il y a à peu près 3 millions d'Irlandais, au prorata de la population, si la France avait eu reçu de l'Europe autant de fonds que l'Irlande en a reçu, nous aurions reçu, donc depuis l'entrée de l'Irlande en 1972 dans la CE, puis dans l'Union européenne, nous aurions reçu 1 760 milliards d'euros de subventions venues de l'Europe. Donc ce qui a fait le miracle irlandais, c'était d'abord et avant tout notre argent. Donc venir nous reprocher de ne pas avoir le même taux de croissance que l'Irlande, alors que l'Irlande bénéficiait du fait qu'on nous pompait du fric pour les donner aux Irlandais, ça fait partie justement de ce tour de bonneteau des européistes. En attendant, l'Irlande, qui était en surchauffe, nécessitait des taux d'intérêt élevés. La France ou l'Italie, qui étaient au bord de la récession, avaient besoin, quant à elles, de taux d'intérêt très bas. L'Allemagne, qui, comme je l'ai montré à l'instant, avait l'obsession de l'inflation, est toujours en faveur de taux d'intérêt plus élevés que la Grèce, qui est moins rigoureuse, etc. Donc, le métier de président de la BCE n'est pas très sorcier, en définitive, puisqu'il reçoit des contraintes venues de 17 pays qui lui disent tous une chose différente. Donc de toute façon, il sait qu'il mécontentera tout le monde. Donc quelle que soit la décision que vous prenez, vous allez mécontenter tout le monde. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une cote mal taillée. Vous faites un truc médian. Point. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir fait des études colossales pour en arriver à ce genre de situation. Donc la BCE est contrainte d'arbitrer constamment entre tous les inconvénients, tous les souhaits opposés. Derrière un écran de fumée techniciste, la BCE ne peut rien faire d'autre que de fixer un taux d'intérêt médian, cote mal taillée, entre les besoins opposés. Or, tout cela aggrave systématiquement toutes les situations, puisque ce taux médian est trop faible pour les besoins de l'économie irlandaise. Si, par exemple, l'économie irlandaise avait un taux de croissance de 8%, avec un taux d'inflation de l'ordre de 7 ou 8%, elle avait besoin d'un taux d'intérêt, mettons, de 6 ou 7. Mais au même moment, la France ou l'Italie avaient besoin d'un taux d'intérêt de 0 ou 1. Donc la BCE, elle fait un taux d'intérêt de 3, par exemple. Mais 3, c'est pas assez pour contrer les tendances inflationnistes de l'économie irlandaise. Donc, l'économie irlandaise a des tendances inflationnistes, elle aurait besoin d'un taux d'intérêt de 7 ou 8 pour lutter contre ces tendances, et un taux d'intérêt beaucoup trop bas. Donc on favorise les tendances inflationnistes en Irlande. A contrario, la France ou l'Italie avaient besoin d'un taux d'intérêt de 0 ou 1. Je parle un petit peu au passé, parce que maintenant le taux d'intérêt est extrêmement bas, mais c'est montrer la viciosité du processus.
C'est que les pays comme la France ou l'Italie qui avaient besoin de taux d'intérêt extrêmement bas, au lieu d'avoir un taux d'intérêt à 0 ou 1, avaient pendant longtemps un taux d'intérêt aux alentours de 3 ou 4 qui cassait la croissance. Donc ça favorisait systématiquement ce qu'on voulait combattre. Donc c'est la raison pour laquelle on parle d'effet procyclique. La BCE agit comme un tailleur que l'on forcerait à produire un vêtement taille unique pour 17 personnes de taille et de corpulence très diverses. Ben, si vous avez une seule taille, ben, vous savez très bien qu'il y en a qui trouveront que le truc est beaucoup trop grand, d'autres qui sont beaucoup trop serrés, d'autres qui sont que le vêtement est beaucoup trop large. Ben, c'est exactement le problème de la monnaie commune européenne. La quatrième raison de l'explosion à venir, c'est qu'un taux de change externe unique pour 17 économies différentes détruit les économies les moins compétitives. Je rappelle que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sous l'empire duquel nous sommes fixe notamment dans son article 282 les objectifs de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, vous voyez d'ailleurs au passage qu'il est intéressant de relire le texte puisque, comme je vous l'ai dit depuis le début, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro. Donc ça veut donc bien dire qu'il y a toujours les banques centrales nationales et qu'elles jouent un rôle tout à fait décisif, puisque la BCE, le bilan de la BCE représente à peu près 8% du bilan de toutes les banques centrales nationales de la zone euro. 92% des bilans sont en dehors de la BCE. Donc c'est la Banque centrale nationale européenne et les banques centrales nationales qui conduisent la politique monétaire de l'Union. Alinéa 2, le système européen de banque centrale, le SEBC, qui est constitué justement de la BCE et de chaque banque centrale nationale, est dirigé par les organes de décision de la BCE. L'objectif principal du SEBC, du système européen de banque centrale, est de maintenir la stabilité des prix. Maintenir la stabilité des prix, ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que la BCE n'a aucun objectif de taux de change extérieur de l'euro. Par exemple, combien l'euro va valoir de dollars? Combien l'euro va valoir de yens japonais, de won coréen, de yuan chinois, de dollars australiens, de livres sterling, de francs suisses, de rial brésilien, etc. Aucun objectif de change extérieur. Aucun objectif de plein emploi non plus. Normalement, dans un pays normalement constitué, une banque centrale, qui est un outil décisif pour gérer une économie, doit se fixer des objectifs de lutte contre le chômage ou de plein emploi. Elle n'en a aucun d'après les traités européens. Elle n'a également aucun objectif de préservation de l'emploi et du savoir-faire industriel national. Nada. Alors tout ceci, il y a le facteur aggravant de l'euro. Alors je vais vous montrer deux courbes. Certains me disent que je suis dingue de présenter des courbes à mes compatriotes, que les gens n'y comprennent rien. Ben moi, je ne suis pas d'accord. D'abord, je ne pense pas être dingue. Deuxièmement, je pense que mes compatriotes, si on leur présente les choses sereinement et calmement, ils peuvent comprendre des choses qui ne sont pas si compliquées que cela. Ici, nous avons deux courbes qui sont tout à fait instructives. C'est la comparaison de l'évolution du taux de change de l'euro par rapport au dollar sur la décennie 2000-2010. Vous voyez que l'euro a commencé au-dessus de 1 $, puis a baissé pour atteindre 0,85 $ vers 2001. Et puis il est repassé aux alentours de 1 $ à partir de 2002-2003, et ensuite il n'a fait qu'augmenter pour atteindre un sommet aux alentours de 1,58 $ au milieu de 2008. Et puis depuis lors, il suit un mouvement erratique et actuellement, il est aux alentours de 1,30 $. Et ici, vous avez, sur la même période, j'ai fait ça pour vous, pour que ce soit bien clair, l'évolution du commerce extérieur de la France, avec en bleu nos exportations et en rouge nos importations. Donc, comme vous le voyez, quand le bleu et le rouge, c'est mois après mois, donc c'est pour ça que ça varie beaucoup, ça c'est jour après jour. Quand c'est mois après mois, ça varie beaucoup, c'est un peu comme des électroencardiogrames, mais vous voyez qu'ici, pendant cette période, on a à peu près une équivalence, et puis ici, vous voyez des évolutions très divergentes. Alors, si vous suivez, si vous comprenez ce graphique, eh bien, vous allez comprendre un phénomène qui est tout à fait décisif. C'est que la période pendant laquelle le commerce extérieur, au cours de la décennie écoulée,
où nos exportations et nos importations ont été à peu près identiques. C'est la période pendant laquelle 1 euro était égal à 1 dollar avec un décalage de 9 mois, qui est le décalage habituel compté par les statisticiens et les économistes pour mesurer l'impact d'une évolution paritaire de change sur le commerce extérieur. Pour une raison très simple, c'est que lorsqu'il y a des évolutions importantes des monnaies, il faut refaire les prix catalogues, les processus de prise de décision des achats ou des ventes, l'achat, la vente, ensuite la fabrication, l'envoi par le transport, ensuite l'arrivée dans le pays de destination ou le produit importé, et puis l'inscription dans les statistiques douanières. Donc, on sait qu'il y a toujours un décalage qui est de 6 mois, 9 mois, 1 an, en gros 8-9 mois, pour mesurer l'impact sur le commerce extérieur d'une évolution de taux de change. Donc, comme on le voit, avec ce décalage, on voit que la période pendant laquelle le commerce extérieur français a été équilibré au cours de la décennie, c'est celui pendant lequel la parité était à peu près égale à 1 euro pour 1 dollar. Et on voit que plus l'euro a monté par rapport au dollar, eh bien plus on voit monter les importations, ce qui est logique, parce que les produits étrangers sont de moins en moins chers. Puisqu'un euro, maintenant, au lieu de valoir 1 dollar, vaut 1,30 $. On peut acheter des produits fabriqués en dollars, ils coûtent de moins en moins cher. En revanche, les produits que vous fabriquez, vous, en euros, les Américains ou d'autres pays du monde, ils sont multipliés par 1,3. Ils sont 30% plus chers, 40% plus chers, et donc vous vendez de moins en moins. Et donc on voit apparaître un décalage, qui est le décalage, vous avez reconnu ici ce qu'on appelle un déficit commercial. Le déficit commercial de la France est devenu géant. Il est le témoin de ce que le taux de change extérieur de l'euro n'est pas compatible avec la compétitivité de l'économie française. Alors certains me disent, et certains non des moindres, j'entendais une fois M. Bayrou qui disait « mais ça n'est pas de la faute de l'euro si nous avons un commerce extérieur déficitaire, ça n'est pas de la faute de l'euro si nous perdons des emplois, regardez l'Allemagne. L'Allemagne, elle a l'euro, elle a un commerce extérieur excédentaire, donc c'est la preuve que l'euro n'y est pour rien, et c'est de notre faute à nous les Français. » C'est le discours de M. Bayrou, c'est le discours d'un certain nombre de gens. M. Bayrou ferait bien de regarder ce que je vais lui présenter. Parce que comment ça se passe concrètement ? Nous avons par exemple, j'ai simplifié les chiffres, une Mercedes fabriquée en Allemagne qui se vend 100 000 €. Et puis une Mégane Renault fabriquée, imaginons qu'elle soit fabriquée en France, elle est vendue 18 000 €. Et puis nous avons une voiture coréenne, une Hyundai, qui est la compétiteur de la Mégane, qui est fabriquée en Corée du Sud et qui est vendue 20 000 $. Alors, lorsque 1 euro égale 1 dollar, comme c'était le cas au moment où notre commerce extérieur était équilibré, eh bien, sur les marchés d'échange internationaux, sur les marchés internationaux à la grande exportation, la Mercedes qui valait 100 000 € vaut 100 000 $. Je ne parle pas des coûts de transport, etc. Je simplifie le schéma. La Renault Mégane, elle vaut 18 000 $. Et puis la Hyundai, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle vaut 20 000 $. Bien. Alors, qui sont les acheteurs ? Dans le premier cas, ici, c'est par exemple un Golden Boy de New York, ou bien un milliardaire saoudien, ou bien un tycoon de Hong Kong ou de Chine, ou une star d'Hollywood. Ils vont s'acheter la Mercedes 100 000 $. Et puis ici, vous avez un couple britannique, ou danois, ou canadien, qu'il soit dans la zone euro, peu importe. C'est un couple. Ils ont 2 enfants, ils hésitent pour leur acheter une voiture familiale, ils regardent leur compte, et entre la voiture française qui vaut 18 000 $, une voiture sud-coréenne qui est à peu près identique, eh bien, ils achètent la voiture française parce qu'elle est moins chère que la voiture coréenne. Vous me suivez ? Je pense que l'exemple est clair. Alors maintenant, ça c'était pour 1 euro égale 1 dollar. Maintenant, nous prenons le même exemple, mais cette fois-ci, l'euro ne vaut plus 1 dollar, l'euro vaut 1,40 $.
Si l'euro vaut 1,40 $, sur la grande exportation, la Mercedes ne vaut plus 100 000 $, elle vaut 140 000 $, puisqu'à l'origine, elle vaut 100 000 €, on multiplie par 1,4. La Renault, qui valait 18 000 €, vaut désormais 25 200 $. Et puis la Hyundai, qui valait 20 000 $, vaut toujours 20 000 $. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Golden Boy de New York, le tycoon chinois, la star hollywoodienne, le cheikh des Émirats arabes unis, il va acheter la Mercedes 140 000 $ parce qu'il s'en fiche, lui. Il a plein d'argent, ce qu'il veut, c'est acheter un statut social. Et donc, la Mercedes, elle valait 100 000 $, elle vaut 140 000 $, tant mieux, je vais l'acheter encore plus. Résultat des courses, Daimler-Benz gagne 40% de plus. Mais maintenant, le couple qui a des problèmes financiers, eh bien lui, il ne va plus acheter la Renault, il va acheter la Hyundai. Parce que la Renault, maintenant, elle vaut beaucoup plus cher que la Hyundai. Et lui, ce qu'il cherche, c'est d'avoir une voiture 4 places, 4 portes, avec le minimum avec un certain nombre d'équipements. Et il se fiche éperdument d'acheter une Renault, il cherche simplement le meilleur rapport qualité-prix. Et donc Renault va perdre des parts de marché. Donc vous avez sur cet exemple que j'espère clair, exactement la situation de la France et de l'Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas la même compétitivité. Nous n'avons pas les mêmes produits. Nous n'avons pas la même industrie. Nous n'avons pas les mêmes niches industrielles que les Allemands. La belle affaire. Alors M. Bayrou, il peut, pas seulement lui, mais lui notamment, et tous les pseudo-experts qui viennent culpabiliser les Français, ben oui, on ne fabrique pas des Mercedes. Ah! Eh ben oui, on ne fabrique pas des Mercedes. Voilà. Oui, M. Bayrou, c'est vrai. Mea culpa, mea maxima culpa, nous ne fabriquons pas de Mercedes. Alors on fait quoi? On va mourir parce qu'on va nous dire que nous sommes moins bien que les Allemands? Ben non. Ça veut dire que nous, il nous faut notre monnaie à nous qui nous permet de maintenir la compétitivité de l'industrie française. Tout est là. Il y aurait une autre façon de présenter les choses, dans un autre ordre d'idées, mais que j'essaie de faire d'être le plus pédagogique possible. Et puisque je parle de pédagogie, justement, parlons d'élèves. Imaginez que dans une famille, les parents aient 2 enfants. Le premier, qui est un petit génie en maths, et le deuxième, qui est un petit génie en français. Et que le premier, eh ben, il réussit ses études, et puis on le met en terminale S, il a le bac S avec mention bien ou très bien. Très bien. Et puis le deuxième, les parents obtus, ils diraient non, 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 il faut que tu fasses comme ton grand frère, que toi aussi tu ailles en terminale S. Et puis résultat des courses, il n'a pas son bac. La faute à qui? La faute à qui? La faute aux parents qui ont voulu mettre le deuxième enfant, qui a d'autres qualités que le premier, de le mettre dans les mêmes conditions, d'exiger de lui qu'il fasse la même chose. Ben non. Le deuxième, il avait d'autres qualités, il fallait le mettre en terminale L, il faut l'orienter vers des études, je ne sais pas, littéraires, etc. Il réussira dans son domaine. Donc on touche du doigt ici ce problème fondamental, une monnaie, c'est un peuple, c'est aussi une économie, c'est que le taux de change extérieur de la monnaie actuellement favorise l'industrie allemande, alors qu'en réalité, elle détruit l'industrie française ou l'industrie italienne. Et on le sait, plus l'euro est fort, plus l'industrie allemande engrange des bénéfices, jusqu'au niveau à peu près de 1 euro pour 1,50 $, 1,60 $, plus les industries françaises ou italiennes s'autodétruisent au-dessus de 1 euro pour 1 $. Et ceci est dû à des choses qui sont totalement structurelles, qui sont dues à des problèmes de ce qui remonte sur des décennies et des décennies que l'on ne peut pas changer. Actuellement, 1 euro vaut 1,35 $, 1,30 $, plus ou moins 0,10 $. Le taux de change de compétitivité de l'industrie française est de l'ordre de 1 euro pour 1 $. Ça veut dire que l'euro est actuellement environ 30 à 35% trop cher pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française. En clair, la perte d'une politique monétaire indépendante a fait perdre à la France la maîtrise d'une politique de taux de change externe compatible avec la compétitivité de l'industrie française, qui n'est pas la même que la compétitivité de l'industrie allemande, et M. Bayrou n'y pourra rien changer.
L'euro cher est en train de mettre à mal l'agriculture et les services français. Je n'ai pas parlé d'agriculture, mais vous savez que pour la première fois depuis Vercingétorix, l'agriculture française est dépassée par l'agriculture allemande, et l'euro cher est en train de détruire l'industrie française. Ce n'est